Au moment où les premiers véhicules blindés occidentaux apparaissent sur le front ukrainien, une question inattendue commence à circuler parmi les états-majors européens. Pourquoi un véhicule conçu pendant la guerre froide résiste-t-il mieux que prévu à un conflit du XXIe siècle? Derrière le nom Marder se cache soudain autre chose qu'un ancien véhicule d'infanterie allemand. Et si l'Europe avait mal compris ce que l'Allemagne préparait depuis des années sans vraiment l'annoncer? Lorsque Berlin décide de livrer des Marder à l'Ukraine, la décision semble d'abord politique, presque symbolique. Le véhicule entre en service dans la Bundeswehr au début des années 1970 et devait depuis longtemps être remplacé par une génération plus moderne. Pour de nombreux observateurs français, il s'agit d'un matériel de transition, utile pour combler une urgence, mais incapable d'influencer une réflexion stratégique profonde. Pourtant, très vite, les analyses militaires montrent que les versions livrées ne correspondent plus exactement à l'image d'un blindé vieillissant maintenu artificiellement en service. Depuis la fin de la guerre froide, l'armée allemande réduit progressivement ses forces mécanisées tout en cherchant à maintenir une capacité opérationnelle crédible au sein de l'OTAN. Les budgets fluctuent, les programmes futurs prennent du retard et la mise en service du Puma, destiné à remplacer le Marder, s'avère plus complexe et plus lente que prévu. Face à cette réalité, les responsables militaires allemands doivent répondre à une contrainte simple mais brutale: conserver des unités opérationnelles immédiatement disponibles alors que la nouvelle génération de blindés n'est pas encore prête à assumer seule le rôle attendu. C'est dans ce contexte que commence une série de modernisations successives du Marder. Officiellement, il s'agit d'améliorations destinées à prolonger la durée de vie d'un système existant. En pratique, ces mises à niveau touchent des éléments essentiels: protection renforcée contre les mines et les engins explosifs improvisés, amélioration de l'optique, adaptation aux opérations modernes menées en coalition. Chaque modification paraît limitée prise isolément, mais leur accumulation transforme progressivement la manière dont le véhicule peut être employé sur le terrain. Le point décisif reste longtemps invisible pour les observateurs extérieurs. L'Allemagne ne présente pas ces évolutions comme une rupture doctrinale, mais comme une gestion pragmatique d'un héritage industriel. Pendant que l'attention internationale se concentre sur les programmes futurs et les annonces politiques, une plateforme ancienne devient plus adaptée aux conflits contemporains que beaucoup ne l'imaginent. Cette transformation silencieuse échappe largement au débat stratégique européen, y compris en France, où la réflexion s'oriente davantage vers la haute technologie et les systèmes entièrement nouveaux. Lorsque la guerre en Ukraine éclate, la réalité du combat mécanisé réapparaît brutalement. Artillerie massive, drones d'observation permanents, menaces constantes des missiles anti-chars et importance critique de la protection de l'infanterie débarquée. Dans ce contexte, la valeur d'un véhicule ne dépend plus seulement de son niveau technologique absolu, mais de sa capacité à survivre, à être réparé rapidement et à rester engagé malgré l'usure. Le Marder modernisé commence alors à susciter un intérêt inattendu, car il semble répondre à plusieurs de ses exigences pratiques. Pour Paris, la situation devient inconfortable. La stratégie française repose depuis des années sur une vision différente de la guerre terrestre, privilégiant mobilité, projection rapide et modernité technologique. Or, l'expérience ukrainienne remet en lumière le rôle des plateformes modernisées et durables, capables d'être adaptées progressivement plutôt que remplacées entièrement. Une question implicite apparaît dans les cercles militaires européens. L'Allemagne avait-elle anticipé un type de guerre que d'autres considéraient improbable? Au moment où les premiers retours opérationnels commencent à circuler, une inquiétude plus profonde émerge. Si la transformation du Marder n'était pas une solution temporaire, mais le signe d'un choix stratégique plus large, alors certaines hypothèses européennes sur l'avenir des forces blindées pourraient être fragiles. Reconnaître cette possibilité signifierait admettre que la modernisation discrète d'un ancien système a peut-être pesé davantage que des années d'annonces sur les programmes du futur. Et au cœur de cette interrogation demeure une énigme essentielle. Pourquoi cette transformation est-elle restée presque invisible jusqu'à ce que la guerre oblige toute l'Europe à regarder de nouveau ses blindés? Car au moment où les décisions doivent être prises, comprendre ce qui a réellement changé devient soudain une urgence stratégique. Au moment où les retards du programme Puma deviennent impossibles à ignorer, la pression sur la Bundeswehr cesse d'être théorique. En décembre 2022,
Lors d'un exercice de préparation à la force de réaction rapide de l'OTAN, plusieurs Pumas engagés tombent en panne quasi simultanément. Le ministère allemand de la Défense annonce alors la suspension temporaire de nouveaux achats tant que la fiabilité ne sera pas démontrée. Ce choc public détruit une attente essentielle. La nouvelle génération ne peut pas encore remplacer l'ancienne. Dans le même temps, l'Allemagne s'est engagée à fournir des capacités crédibles à l'OTAN, notamment dans le cadre de la Very High Readiness Joint Task Force. Les unités doivent être disponibles, entraînées et équipées immédiatement. Or, la réduction progressive des effectifs mécanisés depuis la fin de la guerre froide a déjà diminué le parc disponible. Le nombre de Marder en service a fortement baissé par rapport aux plus de 2000 véhicules modernisés au standard A3 entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990. La marge de manœuvre est donc plus étroite que ce que la communication officielle laisse entendre. Premier point de tension, continuer à miser sur le Puma malgré les difficultés techniques ou sécuriser la capacité opérationnelle avec un système plus ancien mais éprouvé. Deuxième point de tension, accepter politiquement que la transition technologique prendra plus de temps que prévu. Dans ce contexte, la prolongation du Marder n'est plus seulement une solution transitoire, mais une nécessité pour éviter un vide capacitaire. Un élément inattendu renforce encore cette contrainte. L'expérience des opérations en Afghanistan a déjà conduit à adapter certains Marder pour améliorer la protection contre les mines et les engins explosifs improvisés. Ces modifications, pensées pour un théâtre asymétrique, ont indirectement augmenté la survivabilité globale du véhicule. Ce qui devait être une réponse à une guerre lointaine devient un atout dans une préparation à un conflit de haute intensité. L'attente dominante en Europe reposait sur une rupture nette entre l'ancien et le nouveau. Or, la réalité allemande impose un chevauchement plus long et plus complexe. Chaque mois de retard du Puma augmente la dépendance au Marder. Chaque engagement vis-à-vis de l'OTAN accroît le coût politique d'un échec. L'équation change d'échelle. Il ne s'agit plus de moderniser quelques dizaines de véhicules, mais de garantir la crédibilité d'un pays central dans la défense européenne. Au moment où Berlin commence à envisager des livraisons à l'Ukraine, une question plus stratégique se pose en interne. Si le Marder doit rester en première ligne plus longtemps que prévu, faut-il aller plus loin dans sa transformation? Car maintenir le statu quo ne suffit plus. La prochaine décision ne portera pas seulement sur la durée de vie d'un blindé, mais sur son rôle exact dans une guerre qui a déjà commencé. La décision tombe dans un cercle restreint du ministère allemand de la Défense au cours de l'année 2023. Il ne s'agit plus seulement de maintenir le Marder en service, mais d'augmenter sa valeur opérationnelle avant tout transfert extérieur. Rheinmetall reçoit l'autorisation de remettre en état plusieurs dizaines de véhicules issus des stocks industriels et de les adapter aux standards les plus récents encore disponibles. Le signal est clair. L'Allemagne ne veut pas livrer un simple vestige de la guerre froide. Premier point de tension, le temps. Les véhicules doivent être remis en état, contrôlés, modernisés et livrés dans un délai extrêmement court, alors que les chaînes industrielles ont été réduites depuis des années. Deuxième point de tension, le risque politique. Chaque amélioration significative rend le système plus crédible au combat, mais accroît aussi la perception d'une implication plus directe dans le conflit. Les versions concernées reposent principalement sur des standards tardifs du Marder, notamment ceux intégrant une protection renforcée contre les mines et des adaptations issues des engagements extérieurs précédents. Le blindage additionnel et certaines améliorations des capteurs modifient la masse et l'équilibre général du véhicule. Ce qui devait être une simple remise à niveau logistique devient progressivement une transformation tactique. Le Marder n'est plus seulement un transport d'infanterie, mais un élément capable de s'insérer dans un environnement saturé de menaces antichars. Un retournement inattendu apparaît à ce stade. L'objectif initial était de compenser les retards du Puma et de préserver une capacité nationale. Or, la préparation des véhicules destinés à l'Ukraine révèle que la plateforme peut encore évoluer dans des limites acceptables. La logique de prolongation défensive se transforme en choix offensif mesuré, adapter un système ancien pour répondre à une guerre moderne en cours. Le volume engagé change également d'échelle. Berlin annonce progressivement la livraison de plusieurs dizaines de Marder à l'Ukraine, un chiffre qui dépasse la simple démonstration symbolique. Chaque unité envoyée réduit temporairement le parc national disponible tout en exposant la modernisation allemande à l'épreuve du feu.
La crédibilité industrielle et doctrinale du pays est désormais liée à la performance d'un véhicule conçu il y a plus de 50 ans. À mesure que les premières livraisons se concrétisent au printemps 2023, une inquiétude traverse discrètement les états-majors européens. Si le Marder modernisé tient ses promesses dans un conflit de haute intensité, cela signifie que la frontière entre ancienne et nouvelle génération de blindés est plus floue que prévu. Pour la France, engagée dans ses propres choix capacitaires, le risque devient stratégique. Car une fois les véhicules engagés au combat, il ne sera plus possible de contrôler le récit. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Et au moment précis où les premiers Marders s'apprêtent à être employés sur le terrain ukrainien, une question décisive s'impose. La transformation allemande est-elle suffisante ou révèle-t-elle déjà une limite structurelle que personne n'a encore mesurée? Dès les premières phases d'adaptation intensive, les équipes techniques découvrent une limite que les plans initiaux avaient sous-estimée. Le Marder a été conçu à la fin des années 1960 pour un équilibre précis entre mobilité, protection et puissance de feu. Chaque ajout moderne perturbe cet équilibre. L'installation de blindages additionnels et d'équipements électroniques augmente progressivement la masse du véhicule au-delà de ce que la conception originale anticipait. Premier point de tension, la suspension et le train de roulement commencent à subir une usure accélérée lors des essais prolongés. Les ingénieurs constatent que l'augmentation du poids améliore la protection, mais réduit la marge mécanique disponible sur terrain difficile. Deuxième point de tension, retirer des améliorations pour préserver la fiabilité reviendrait à affaiblir la survivabilité du véhicule dans un environnement saturé d'armes anti-chars modernes. Un détail technique devient alors central. Le moteur diesel MTU installé sur les versions tardives du Marder reste robuste, mais la puissance disponible doit désormais déplacer une masse supérieure à celle prévue lors de la conception initiale. Les performances restent acceptables sur route, mais les simulations montrent une dégradation progressive de la mobilité tactique en terrain meuble. L'attente dominante selon laquelle une modernisation pouvait être ajoutée sans compromis commence à s'effondrer. Le retournement inattendu apparaît lorsque les analyses internes concluent que le problème ne peut pas être entièrement corrigé sans modifier profondément la structure du véhicule, ce qui serait économiquement et industriellement irréaliste. Le programme se retrouve face à une contradiction. Plus le Marder devient survivable, plus il risque de perdre une partie de la mobilité qui faisait sa valeur initiale. La pression augmente encore avec l'approche des livraisons opérationnelles. Chaque modification doit être validée rapidement, alors que les chaînes industrielles fonctionnent à un rythme inédit depuis des décennies. Le nombre de véhicules concernés s'élargit progressivement, transformant une difficulté technique locale en enjeu industriel national. Le moindre défaut répété pourrait affecter non seulement la réputation du matériel, mais aussi la crédibilité des décisions allemandes auprès des partenaires européens. Une attente supplémentaire est brisée à ce moment précis. Beaucoup imaginaient que les limites viendraient de la protection face aux armes modernes. Or, la véritable fragilité apparaît dans la gestion de l'équilibre global du système. La modernisation révèle que la contrainte principale n'est plus la technologie disponible, mais l'architecture héritée du passé. Alors que les ingénieurs cherchent des solutions intermédiaires pour stabiliser la plateforme sans ralentir les livraisons, une nouvelle question surgit dans les cercles décisionnels. Faut-il accepter un compromis technique visible sur le long terme afin de répondre immédiatement aux exigences du conflit, ou ralentir le processus au risque de créer un vide capacitaire et politique? Au moment où ces arbitrages deviennent urgents, une décision beaucoup plus sensible commence à être discutée à Berlin. Elle ne concerne plus seulement la technique, mais la direction entière de la stratégie blindée allemande. La décision est prise alors que les incertitudes techniques ne sont pas entièrement résolues. Berlin choisit de poursuivre simultanément deux trajectoires contradictoires. Accélérer l'introduction du Puma tout en investissant davantage dans la prolongation opérationnelle du Marder. Ce choix rompt avec l'idée d'une transition linéaire vers une nouvelle génération de blindés. Désormais, l'Allemagne accepte officiellement de dépendre plus longtemps d'une plateforme conçue plusieurs décennies plus tôt. Premier point de tension, le coût politique. Maintenir deux systèmes majeurs en parallèle signifie répartir ressources industrielles, budget de maintenance et capacité logistique déjà sous pression. Deuxième point de tension,
La cohérence doctrinale. Les forces mécanisées doivent entraîner leurs équipages sur des véhicules aux philosophies différentes, ce qui complique la planification opérationnelle au sein de l'OTAN. Le retournement inattendu survient lorsque les analyses internes montrent qu'abandonner prématurément le Marder créerait un risque immédiat de baisse de disponibilité des unités allemandes. Autrement dit, la modernité seule ne garantit pas la capacité militaire. Cette conclusion brise une attente profondément ancrée dans plusieurs armées européennes, convaincues que la supériorité technologique remplace automatiquement l'expérience accumulée d'un système mature. Le ministère allemand de la Défense valide alors la remise à niveau d'un nombre plus important de véhicules que prévu initialement. Rheinmetall reçoit l'autorisation d'accélérer la remise en condition de Marder stockée depuis des années. Le volume industriel augmente, les chaînes de production réactivent des compétences que l'on pensait en déclin, et la modernisation cesse d'être marginale. Elle devient un pilier temporaire mais indispensable de la posture militaire allemande. Cette décision déclenche un débat discret parmi les alliés européens. Certains y voient une solution pragmatique face à l'urgence sécuritaire née après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. D'autres redoutent un signal plus profond. Si l'Allemagne renforce un véhicule ancien au lieu d'attendre exclusivement la nouvelle génération, cela signifie que la guerre moderne exige peut-être une résilience industrielle et logistique sous-estimée ailleurs. Le facteur ukrainien amplifie encore la controverse. En acceptant que des Marders modernisés soient engagés dans un conflit de haute intensité, Berlin expose directement ses choix techniques et stratégiques à une validation réelle. Chaque succès ou chaque faiblesse observée aura des conséquences immédiates sur les décisions d'achat en Europe. Le programme cesse d'être national pour devenir un test grandeur nature, observé par plusieurs états-majors. À mesure que les premières unités approchent de leur déploiement opérationnel, une inquiétude nouvelle apparaît. Si le Marder démontre une efficacité inattendue, certains programmes futurs pourraient être remis en question. Si au contraire ses limites deviennent visibles, la responsabilité politique sera immédiate. Dans les deux cas, la décision allemande ne pourra plus être ajustée discrètement. Au moment où les véhicules s'apprêtent à entrer pleinement dans un environnement de combat réel, la transformation silencieuse du Marder franchit un point de non-retour. La prochaine étape ne dépendra plus des ingénieurs ni des planificateurs, mais des résultats observés sous le feu. Les premiers retours opérationnels arrivent au printemps 2023, lorsque les Marders livrés commencent à être engagés aux côtés d'autres blindés occidentaux. Les images diffusées montrent des véhicules frappés par des éclats d'artillerie et des drones, mais restant en état de manœuvrer. Ce n'est pas une invulnérabilité, c'est une résistance mesurée dans un environnement saturé de menaces. Premier point de tension. Chaque engagement expose publiquement la crédibilité technique allemande. Les données publiées progressivement indiquent que l'Allemagne augmente le nombre de véhicules fournis au fil des mois. Selon les communications officielles et industrielles, plusieurs dizaines, puis plus d'une centaine de Marders sont engagés dans le soutien à l'Ukraine. L'échelle change brutalement. Il ne s'agit plus d'un lot limité destiné à un effet politique, mais d'un flux continu qui engage durablement l'industrie et l'image stratégique de Berlin. Un retournement inattendu apparaît dans les analyses militaires. Alors que beaucoup anticipaient des pertes rapides face aux missiles anti-chars modernes, le Marder modernisé démontre une capacité de survie liée à sa conception robuste et aux améliorations successives de protection. Cela ne signifie pas absence de pertes, mais capacité à encaisser et à évacuer l'équipage dans un nombre significatif de cas documentés. L'attente d'une obsolescence immédiate est brisée. Deuxième point de tension, la logistique. Maintenir ces véhicules en condition dans un théâtre de guerre exige un flux régulier de pièces détachées et un soutien industriel. Rheinmetall annonce la remise en état continu de véhicules supplémentaires issus des stocks. La chaîne industrielle, que l'on croyait tournée vers l'avenir uniquement, fonctionne désormais aussi pour prolonger un système ancien. L'enjeu dépasse la performance tactique pour toucher la profondeur industrielle allemande. Un autre élément surprend les observateurs européens. Le Marder, conçu pour accompagner les chars Léopard dans une guerre mécanisée classique, retrouve précisément ce rôle dans un conflit que beaucoup pensaient dominé uniquement par les drones et les frappes à distance.
La guerre en Ukraine révèle que l'infanterie mécanisée reste centrale pour tenir et reprendre du terrain. Ce constat élargit le débat bien au-delà du cas allemand. En France, où la réflexion porte sur la modernisation des forces terrestres et sur les enseignements du conflit, ces résultats ne passent pas inaperçus. Des exercices et démonstrations intégrant des retours d'expérience ukrainiens sont organisés, mettant l'accent sur la résilience, la protection et la capacité d'adaptation rapide. L'impact devient stratégique. La question n'est plus seulement technologique, mais doctrinale. À mesure que les livraisons se poursuivent et que les retours s'accumulent, une nouvelle interrogation émerge. Si un véhicule profondément modernisé mais ancien peut jouer un rôle significatif dans un conflit de haute intensité, faut-il repenser l'équilibre entre innovation radicale et adaptation progressive? Cette question commence à peser sur les choix budgétaires et industriels européens. Au moment où les chiffres de livraison continuent d'augmenter et où les combats s'intensifient, le Marder n'est plus un simple outil de soutien. Il devient un indicateur concret de la capacité européenne à transformer l'existant sous pression. Et c'est précisément à ce stade que des facteurs extérieurs, politiques et industriels vont venir compliquer encore davantage l'équation. À partir de l'été 2023, la guerre en Ukraine cesse d'être seulement un théâtre d'attrition et devient un laboratoire impitoyable pour les choix industriels européens. Chaque livraison allemande de Marder est observée comme un verdict, non seulement sur le véhicule, mais sur la capacité d'un État à tenir un rythme. Premier point de tension. Berlin se retrouve jugé sur la continuité des flux, pas sur les promesses. Dans les mois qui suivent, les annonces et livraisons s'enchaînent, jusqu'à dépasser la centaine de Marder fournis, puis à approcher les 200 selon les communications industrielles ultérieures. Ce glissement de volume change la nature du débat. Un transfert limité peut être présenté comme un geste politique. Un transfert durable oblige à reconnaître une stratégie de production et de remise en condition. Rheinmetall remet en état des véhicules prélevés sur des stocks et les livre par tranches, y compris à l'automne 2024 où une nouvelle livraison de 20 véhicules est confirmée. Deuxième point de tension. Plus le nombre augmente, plus chaque défaut devient un scandale potentiel, car il ne toucherait plus une série isolée, mais une logique entière. Le retournement inattendu vient d'un autre endroit. Alors que l'attention médiatique se concentre sur les systèmes les plus modernes, la chaîne Marder devient un outil de politique industrielle. La question n'est plus seulement ce que le véhicule fait au combat, mais ce que son maintien dit de l'Europe. Une plateforme ancienne, modernisée par étapes, prouve qu'elle peut encore être produite, réparée et soutenue rapidement. Cette réalité contredit l'attente dominante selon laquelle seule la nouveauté peut répondre à une guerre de haute intensité. À Paris, l'effet est immédiat et inconfortable. L'armée française accélère la mise en avant de solutions inspirées des leçons ukrainiennes, avec des démonstrations et journées d'innovation centrées sur l'adaptation rapide, la protection face aux drones et la transformation des tactiques au contact. Le message implicite est dur. La guerre impose une vitesse d'adaptation que les cycles classiques d'armement ne garantissent pas. Le Marder modernisé devient alors un miroir gênant, parce qu'il prouve qu'un choix industriel discret peut peser autant qu'un programme flambant neuf. Et pendant que l'Europe discute doctrine et budget, une autre pression monte. Les partenaires demandent si l'Allemagne peut continuer à livrer au même rythme, et si le Marder restera cohérent face à l'évolution des menaces. Car plus le conflit se durcit, plus la question devient brutale. Le Marder transformé en secret était-il une réponse provisoire ou le premier signal que l'Europe va devoir prolonger et durcir ses anciens blindés bien au-delà de ce qu'elle avait prévu? À l'automne 2023, le débat cesse d'être théorique. Les combats mécanisés en Ukraine entrent dans une phase où la densité de mines, d'artillerie et de drones transforme chaque progression en épreuve d'endurance. Les Marders engagés ne sont plus observés comme une expérimentation occidentale, mais comme des outils intégrés à des opérations réelles sous pression constante. Premier point de tension. La survie du véhicule dépend désormais autant de la tactique que de sa modernisation. Les rapports accessibles indiquent que les blindés d'infanterie occidentaux, tous d'origine confondue, subissent des pertes dans un environnement où aucune plateforme n'est totalement protégée. Pourtant, plusieurs analyses soulignent que la capacité d'évacuation rapide de l'infanterie et la robustesse structurelle du Marder permettent de limiter les pertes humaines dans certaines situations critiques. L'attente initiale d'un effondrement rapide face aux armes modernes
continue de se fissurer. Deuxième point de tension, la comparaison devient inévitable. Les états-majors européens confrontent les performances observées avec leurs propres programmes en développement. Le débat dépasse la technique pour toucher la planification stratégique. Faut-il investir exclusivement dans des systèmes entièrement nouveaux, plus coûteux et plus complexes, ou conserver une base modernisable capable d'être produite rapidement en cas de guerre prolongée? Le retournement inattendu apparaît lorsque le facteur dominant du champ de bataille n'est plus seulement la protection blindée, mais la capacité de réparation et de remise en ligne. Des véhicules endommagés sont récupérés, réparés et réengagés après des délais relativement courts comparés à certaines plateformes plus récentes nécessitant des chaînes logistiques plus lourdes. La guerre impose une logique industrielle brutale. Survivre ne suffit pas, il faut revenir au combat. Cette réalité provoque une montée de tensions politiques en Europe. Chaque succès relatif du Marder renforce implicitement l'idée que certaines décisions d'investissement pourraient avoir sous-estimé la valeur de la robustesse et de la simplicité relative. Pour la France, engagée dans ses propres choix capacitaires, la question devient stratégique. Adapter rapidement l'existant ou attendre des systèmes futurs plus ambitieux mais plus lents à déployer. L'échelle du problème s'élargit encore lorsque les discussions européennes sur la production de munitions et la relance industrielle s'intensifient. Le blindé n'est plus un cas isolé. Il devient un symbole d'un enjeu plus vaste, la capacité réelle du continent à soutenir une guerre longue. Le Marder, modernisé discrètement, se retrouve au centre d'un débat qu'il n'était jamais censé incarner. À mesure que l'hiver approche et que les opérations ralentissent sans s'arrêter, une conclusion implicite commence à circuler dans les cercles militaires. La modernisation allemande n'a pas seulement prolongé un véhicule. Elle a forcé toute l'Europe à regarder différemment la relation entre innovation et endurance. Et c'est précisément à ce moment que les décisions futures doivent être prises, alors même que toutes les réponses restent incomplètes. Car la question suivante devient inévitable. Si la guerre impose de transformer rapidement ce qui existe déjà, combien de programmes européens reposent encore sur des hypothèses devenues fragiles? Au moment où les discussions budgétaires européennes pour les années suivantes s'ouvrent, le cas du Marder cesse d'être un simple épisode de soutien à l'Ukraine. Les chiffres cumulés de livraisons allemandes, dépassant la centaine de véhicules, témoignent d'un engagement durable. Premier point de tension, l'Allemagne a prouvé qu'elle pouvait réactiver, moderniser et exporter un système ancien à un rythme soutenu. Deuxième point de tension, cette capacité met implicitement sous pression les partenaires qui ont misé presque exclusivement sur des programmes de rupture plus lents. Dans les cercles stratégiques, un débat discret s'intensifie. Les conflits récents montrent que la haute intensité consomme du matériel à un rythme que peu d'industries européennes avaient anticipé. La question n'est plus seulement de disposer du blindé le plus avancé technologiquement, mais d'assurer une profondeur suffisante pour tenir des mois, voire des années. Le Marder modernisé devient un exemple concret d'adaptation progressive face à une guerre longue. Le retournement inattendu survient lorsque certains experts soulignent que la modernisation allemande ne contredit pas l'innovation, mais la complète. Le Puma reste en service et continue d'être amélioré. Pourtant, la coexistence des deux plateformes révèle une réalité plus complexe que le récit initial d'une transition définitive vers le tout nouveau. L'attente d'un remplacement total et rapide se heurte à la nécessité d'une architecture mixte capable d'absorber les chocs. Pour la France, engagée dans ses propres programmes et dans des coopérations européennes ambitieuses, l'enjeu devient stratégique. Faut-il accélérer certaines modernisations intermédiaires pour renforcer immédiatement la résilience des forces terrestres ou maintenir la priorité sur des systèmes futurs plus performants mais plus éloignés dans le temps? Le débat ne porte plus uniquement sur des caractéristiques techniques, mais sur le modèle même de préparation à la guerre. L'échelle du problème s'élargit encore lorsque l'Union européenne discute d'augmenter sa production de munitions et de soutenir son industrie de défense. La transformation discrète du Marder apparaît alors comme un signal précoce.
Elle démontre que l'adaptation industrielle peut précéder la prise de conscience politique. Si un véhicule conçu il y a plus d'un demi-siècle peut encore influencer les choix stratégiques actuels, cela signifie que les hypothèses sur lesquelles reposaient certains plans doivent être réévaluées. La tension atteint son point culminant lorsque les décideurs comprennent que le temps joue contre eux. Chaque mois de guerre ajoute de l'expérience concrète. Chaque livraison modifie l'équilibre des perceptions en Europe. Le Marder, longtemps considéré comme une solution temporaire, devient le symbole d'un choix plus large. Transformer l'existence sous pression ou attendre une génération entièrement nouvelle au risque d'être en retard. La question reste ouverte et elle dépasse désormais l'Allemagne. L'Europe est-elle prête à accepter que la modernisation progressive d'un système ancien puisse peser autant qu'un programme futur? Ou découvrira-t-elle trop tard que la guerre impose d'autres priorités que celles imaginées en temps de paix? Si cette analyse vous a intéressé, mettez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour les prochaines enquêtes.